Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle Lem, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes. Juste avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais vous dire que mes consultations sont ouvertes. C'est ma consultation en format podcast qui est spécialement dédiée à votre thème astral où je parle pendant 40 minutes non-stop des énergies qui sont présentes dans votre thème en vous donnant des pistes de réflexion. Je vous redonne aussi une perspective vraiment stimulante sur les énergies qui sont présentes dans votre thème pour profondément intégrer toutes les belles choses qui font partie de votre carte du ciel et les assumer pleinement. Donc voilà, le lien est sous l'épisode. Maintenant, c'est le moment de commencer cet épisode. Aujourd'hui, je commence une nouvelle série où je vais explorer des thématiques qui vous tiennent à cœur, qui font partie de notre quotidien, des enjeux aussi à laquelle nous sommes confrontés, sauf que je vais aller les explorer sous l'angle symbolique de l'astrologie et du tarot. En réalité, j'avais déjà fait ça une première fois sur la polarité des besoins, c'est le nom de l'épisode, où j'abordais la thématique de l'argent sous le prisme de l'astrologie uniquement. Et pourquoi j'avais fait cet épisode ? C'est parce que nous avions, depuis la fin 2021, et nous y sommes encore jusqu'au printemps 2023, des éclipses dans l'axe du taureau et du scorpion. Et donc, j'ai fait plusieurs épisodes sur cette polarité, sur ces deux signes astrologiques, sur ces maisons astrologiques aussi, qui peuvent être assimilées en fonction des traditions astrologiques à ces signes-là, mais qui représentent également des enjeux autour de nos ressources, notre estime personnelle et nos valeurs. Et donc, j'avais fait une véritable exploration sur la thématique de l'argent, de la place de l'argent et mon point de vue globalement sur ces thématiques. Là, c'est donc une première. J'ai envie d'aborder aujourd'hui la thématique du mensonge. Alors, vous allez me dire, waouh, c'est quand même un sujet qui n'est pas forcément évident, qui n'est pas non plus excessivement positif. En fait, j'ai envie d'aborder cette thématique parce qu'on est dans une période en ce moment qui est très très mercurienne, mais qui nous met dans cette période très très mercurienne aussi en défaut. Nous sommes en plein Mars rétrograde dans le signe du Gémeaux. Et au niveau de l'information en ce moment, il y a plein de choses qui sont très contradictoires. Il y a des enjeux autour de la communication, là, sur une crise autour de Twitter et le rachat de cette plateforme de communication par Elon Musk. Ça, j'en parle beaucoup, là, en ce moment, sur mes stories, parce que pour moi, c'est un lien très, très clair avec ce Mars rétrograde. On a, évidemment, je pense, dans nos vies, des thématiques où nos croyances sont en train de changer, notre perception sur les choses aussi est en train d'évoluer. Au niveau collectif aussi, on voit des vérités
être mises en avant, on voit des discours, des disputes qui éclatent, on voit tout un contexte qui est très très électrique et plus conflictuel au niveau de la parole, mais il y a autant une dimension positive de la parole qui se libère qu'une parole aussi qui déraille ou qui perd le contrôle et qui se fait aussi, confuse ou qui vient créer des confusions. On voit aussi comment la communication crée énormément d'illusions et de confusion, et on voit toutes ces thématiques se révéler de manière vraiment différente en ce moment, que ce soit dans les médias ou que ce soit aussi dans nos vies personnelles. En tout cas, pour moi, c'est le cas, et c'est pour ça que, autant au niveau collectif qu'au niveau individuel, je pense que c'est une thématique qui est intéressante d'aborder en ce moment et qui vient aussi réexplorer qu'est-ce que c'est que le mensonge. Je sais que vous avez potentiellement un nombre assez colossal de podcasts sur le sujet et j'avais envie de l'aborder sous l'angle symbolique de l'astrologie et du tarot parce que ces arts intuitifs nous donnent aussi une nouvelle approche ou une approche peut-être un peu plus innovante sur ces enjeux-là en particulier. Dans cet épisode, je vais vous parler de Mercure et je vais aussi vous parler de Neptune au niveau des planètes. Ensuite, évidemment, on a l'archétype du Gémeaux qui est corrélé à la planète Mercure et on a aussi la thématique propre au Poisson et à l'idéal du Poisson lié à Neptune. Donc ces deux archétypes ensemble qui viennent nous raconter des perspectives différentes sur la thématique du mensonge. Évidemment, il y a tout un tas de, je pense, de symboles qui représentent très bien le mensonge. Je ne peux pas tous les aborder, donc j'ai décidé personnellement de me concentrer là-dessus, sur ces planètes et ces archétypes en particulier pour parler de cette thématique. Et après, au niveau du tarot, je voulais aussi me concentrer essentiellement sur les cartes majeures du pendu et la carte du magicien ou autrement appelé le battleur dans le tarot de Marseille, qui sont aussi des cartes affiliées à ces planètes-là. Donc on voit une corrélation et on voit aussi comment le tarot vient raconter une autre dimension propre à ces dynamiques. Et j'aborderai aussi le signe du Gémeaux, mais d'un point de vue décanique, et les cartes mineures qui sont associées. Alors vous allez me dire, oh là là, elle va... de quoi parle-t-elle ? Chaque décan astrologique est affilié à une carte du tarot, et donc les décans du Gémeaux, le 8, le 9 et le 10 d'épée sont aussi des cartes mineures qui sont affiliées au signe du Gémeaux et par conséquent qui peuvent nous renseigner sur qu'est-ce que ça raconte de voir nos perceptions, nos perspectives et nos croyances mises à rude épreuve ou challengées à se transformer. Et il faut savoir que c'est exactement là où Mars est en ce moment. Mars rétrograde dans le signe du Gémeaux du 31 octobre au 12 janvier 2023. 31 octobre 2022 et 12 janvier 2023. Donc si vous écoutez cet épisode en différé, je veux dire, je le fais vraiment dans un contexte qui met clairement ces thématiques en avant. Alors déjà, dans cet épisode, j'ai envie de faire une distinction. Parce que dans la dynamique du mensonge, je pense qu'il y a deux motivations. Il y a déjà la motivation de l'évitement. Il y a la motivation de correspondre à un idéal et d'aller poursuivre cet idéal coûte que coûte et d'y correspondre. Et de répondre aussi aux attentes du collectif et aux attentes des autres. Et on a une autre motivation au mensonge, selon les préceptes de l'astrologie et du tarot et les symboliques culturelles qui sont infusées dans ces pratiques depuis des millénaires, c'est celle du filou, de l'arnaqueur, de la personne qui trompe délibérément, celle qui sait qu'elle ment et qui veut continuer à convaincre que la façade qu'elle est en train de mettre en place vis-à-vis de ses mensonges soit crédible. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ces deux dynamiques en particulier sont des fois indissociables l'une de l'autre et ne sont pas forcément
je dirais, binaire. Ça veut dire qu'on n'est pas soit l'un ou soit l'autre, et des fois, on est les deux en même temps. Des fois, on a cette conscience qu'on est peut-être en train d'aller vers le mensonge, mais on le fait parce que on tend vers quelque chose de plus grand. Donc c'est des dynamiques qui sont complexes, et je pense que justement les symboliques et comprendre les archétypes mis en avant par l'astrologie et le tarot vont nous permettre d'avoir un contexte et une vision pleine de subtilité pour saisir en profondeur ce qui nous anime en fait dans ces moments-là, parce qu'on est plus ou moins tous passés par là, que ce soit à un niveau, je dirais, plus avancé, et des personnes qui vont vraiment se reposer sur des mensonges qui leur paraissent nécessaires ou qui sont de l'ordre du besoin dans ce moment T, ou des personnes qui vont délibérément user de stratagèmes et d'illusions pour satisfaire leurs désirs et leurs besoins. Donc on va s'intéresser essentiellement, je pense aussi, aux motivations qu'il y a derrière, avec compassion, et comprendre aussi pourquoi, peut-être, à certains moments, nous nous sommes tous laissés tenter par le mensonge, et pourquoi aussi nous avons, pour certains ou certaines, besoin de mentir pour diverses raisons. Je vais commencer par l'archétype de Neptune. Neptune, c'est une planète qui est lointaine. C'est un archétype qui parle essentiellement d'idéal. C'est un archétype qui fait référence au dieu Neptune, le dieu des profondeurs marines. Donc il y a quelque chose où on est de l'ordre de l'insondable avec Neptune. Neptune, c'est une planète aussi qui fait largement référence, un peu comme Pluton, aux profondeurs de nos émotions. Pluton, c'est plus les profondeurs de notre psyché, de notre inconscient. Et Neptune, c'est plus l'étendue de notre monde émotionnel qui est totalement infini. Donc il y a cette notion très très spirituelle dans cette planète, qui parle de la notion d'infini, de l'illimité et de la profondeur de notre monde intérieur que nous n'avons pas fini en fait de découvrir, d'explorer et d'investir continuellement. Donc Neptune, c'est une planète qui parle aussi éminemment de créativité, parce que la créativité c'est le travail de l'émotion, et qui parle de sublimation également. Donc c'est une planète où on a besoin continuellement, quand elle est activée fort dans le thème, d'esthétiser notre environnement, parce que on est poussé à atteindre un idéal fort. Il y a dans cette dimension spirituelle cette connexion holistique au monde, à l'univers, à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Il y a cette foi aussi innée qui est activée par Neptune. Donc en fonction de son placement dans votre thème astral, ça montre aussi comment se construit votre foi, vos croyances, comment est-ce que vous gérez aussi vos idéaux, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui vient activer ces idéaux dans votre vie. Donc Neptune va représenter tout ça. Mais Neptune, c'est quelque part aussi l'octave supérieure du poisson. On va dire que l'octave, je dirais premier, ça va être la planète Jupiter. Neptune, on va aller sur quelque chose de plus haut. On est clairement sur le principe du voyage qui est associé à Jupiter, mais un voyage qui se fait littéralement à l'intérieur de nous, qui est moins littéral. C'est un voyage aussi où on peut se perdre, où on peut perdre nos repères, parce qu'on est sur une dimension totalement intangible. Donc il y a une telle notion de s'ouvrir vers quelque chose de plus grand que parfois on peut, sans le savoir, comme sur l'océan, dériver et se perdre
dans l'étendue de notre monde émotionnel. Et donc Neptune va représenter aussi toutes ces illusions qu'on va se raconter, tous ces dénis émotionnels qu'on peut vivre, comme toutes les planètes lointaines, comme Uranus et Pluton. Neptune, c'est une planète qu'on ne peut pas cerner, parce qu'on n'a pas de connexion visuelle, littéralement, avec cette planète. Quand on regarde le ciel, on ne peut pas la voir à l'œil nu. Et donc il y a ce côté inatteignable. Et ça, c'est valide avec ces autres planètes aussi, qui sont des planètes générationnelles. Donc ça veut dire que le placement où va se trouver Neptune, toute une génération va l'avoir à cet endroit-là. Et ça va vraiment parler de ses besoins au niveau des croyances. Ça va parler de toutes ces dimensions d'idéal au niveau collectif qui s'opèrent à ce moment-là et qui s'infusent quelque part en vous, si on peut dire ça, ou en tout cas qui font partie de votre ciel et vous faites partie d'un mouvement collectif au travers de ces planètes en particulier. Et donc Neptune vient toucher à ces enjeux propres aux idéaux de l'époque, propres à la créativité de l'époque aussi, propres aux croyances de cette époque-là aussi. Donc cette planète, elle est très 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 active dans cette façon que nous avons de gérer finalement au niveau collectif, dans les tendances collectives, mais aussi au niveau personnel, individuel, en fonction de son placement dans votre thème astral, comment vous gérez votre monde émotionnel intérieur. Il y a plusieurs planètes évidemment qui vont représenter ça, hein. On a aussi la Lune, ça va de soi, mais Neptune fait fondamentalement partie de cette dynamique. Avec Neptune, on cherche à s'élever au-dessus. Et parfois, dans cette volonté de s'élever au-dessus, et ce mouvement, il peut prendre plein de formes, hein, que ce soit dans notre créativité, que ce soit dans notre spiritualité, on peut se détacher de nous-mêmes. On peut complètement perdre le fil de qui nous sommes. Et on peut s'annihiler nous-mêmes et se déconnecter finalement. Se déconnecter de notre environnement, des autres et de cette emprise sur le tangible. Cette planète, j'en parle dans la thématique propre au mensonge parce que pour moi, elle parle vraiment de la motivation, je pense, inconsciente que nous avons à mentir ou quelque part ce qui motive certains de nos mensonges. On a le besoin parfois de mentir parce que on veut correspondre à un idéal qui est attendu de la part du collectif ou des autres dans notre vie. On a un désir de connexion, on a un désir aussi potentiellement de correspondre aux attentes des autres au travers de Neptune qui fait en général de nous des personnes profondément perméables, empathiques et extrêmement sensibles. Mais parfois dans cette perméabilité, on est tellement connecté finalement aux autres qu'on se perd nous-mêmes. Et c'est là où il y a énormément de complexité parce que on va répondre aux besoins de l'autre qui est en face de nous plutôt que de poser nos propres limites. Et c'est totalement ce que fait Neptune, c'est la dissolution absolue de toute limite entre nous et les autres. Quand Saturne vient poser ses structures dans nos vies, nos limitations, nos blocages et nos challenges, Neptune, la planète, elle, va complètement avoir l'effet inverse. Elle va dissoudre toutes les structures. On est dans les profondeurs de l'océan, nous ne faisons qu'un avec le reste du monde et c'est totalement aussi cette vision idéalisée de la spiritualité, c'est-à-dire en haut comme en bas, au dedans comme au dehors, il n'y a plus vraiment de limite entre nous et le reste du monde. Et donc dans cette dynamique-là, avec un Neptune fort dans le thème astral, on peut avoir tendance à correspondre aux attentes des autres, à être aussi le miroir des autres et on peut se retrouver un peu parfois, je dirais, pris au piège de notre volonté d'assimiler pleinement ce dont les autres ont besoin. Donc ça, on est sur le principe de l'illusion créée souvent par Neptune, où on va correspondre aux attentes qui sont posées sur nous parce qu'on a cette capacité profondément empathique, sensible et intuitive de les ressentir. Donc cette extrême sensibilité crée un mensonge que nous faisons à nous-mêmes, mais que nous faisons aussi aux autres. Après,
c'est aussi cette façade que on va tous à un moment donné arborer dans nos vies. On est obligé aussi à un moment donné de pas forcément comprendre qui nous sommes et de traverser cette quête identitaire en correspondant aux attentes des autres avant de se rendre compte que on est très très mal à l'aise dans cette posture et que on est en train de se perdre nous-mêmes à force de correspondre aux projections qui sont faites sur nous. Donc il y a tout un enjeu comme ça de projection, d'illusion, mais en fait c'est essentiellement un dialogue qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, et là on n'est pas forcément sur des mensonges qui sont préjudiciables au sens premier du terme, on est plus dans cette exploration émotionnelle qui vient se corréler à la connexion à l'autre et faire la part des choses entre ce que nous ressentons vraiment et ce qui nous est demandé de ressentir. Et donc ce principe neptunien, il est vraiment typiquement représentatif de ces dynamiques. Et c'est là où la carte du pendu fait directement référence à ces problématiques-là. On voit sur cette carte un homme ou un individu, en tout cas, qui est suspendu d'un pied et qui a la tête à l'envers. Il a littéralement les pieds et poings liés. Donc il est dans cette notion d'impuissance et il reste aussi exclusivement dans le mental. Donc il y a une notion d'asservissement. En général, on va voir cette carte de manière traditionnelle dans le tarot de Marseille apparaître quand on a quelqu'un qui se sent obligé de correspondre à certaines attentes, qui se sent privé aussi de sa liberté. Et on voit aussi une distinction entre le corps et le mental, qui ferait presque une sorte de corrélation entre, je dirais, l'instinct primaire ou la volonté d'acter des choses qui est en dissociation avec le mental. Et on voit qu'il y a une sorte de scission intérieure qui est très très profonde et qui fait que le mental pense autre chose que le corps, ou que le mental aussi vient limiter le corps et la posture de l'être. Donc c'est comme si l'individu s'enchaînait lui-même dans une certaine situation. Et donc il y a vraiment une dissonance cognitive presque qui vient s'opérer. Et donc ça c'est vraiment vraiment neptunien entre ce que je dis et ce que je pense, et ce que je fais aussi. Donc c'est vraiment des choses qui viennent finalement nous montrer que la personne est potentiellement pas au bon endroit ou qu'elle ne correspond pas à ses propres attentes. Et donc on voit qu'il y a une sorte de mensonge qui est raconté à soi-même, mais qui est raconté aux autres, mais aussi à soi-même. Donc en fait, là on voit toute la subtilité propre au mensonge, et on voit aussi comment le mensonge, c'est aussi une notion d'évitement. Et ce qui est très très intéressant, c'est que cette notion d'évitement, cet idéal qu'on va s'imposer, qu'on va vouloir absolument représenter pour correspondre aussi potentiellement à des convenances ou à des croyances aussi, et même si elles ne nous font pas de bien ou même si elles vont contre notre petite voix intérieure, tout ça va être représenté par le pendu. Et Neptune représente littéralement ces facettes-là aussi. Neptune, c'est une planète, comme on disait, qui parle de perméabilité, où les structures de notre ego sont en pleine dissolution, donc on va se laisser totalement envahir par l'autre, et donc on va plus vraiment savoir exactement comment poser justement les limites nécessaires pour trancher et être pleinement nous-mêmes. On va aussi avoir la notion de poursuite d'un idéal qui soit spirituel, qui soit sur des croyances, qui fait qu'on va être dans une forme d'évitement et on va pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont. On va vouloir aussi éviter de se confronter à nos difficultés ou à nos blocages sous prétexte qu'on a quelque chose de plus grand à poursuivre ou à accomplir. Donc ça, c'est typiquement le principe de l'évitement spirituel. On peut aussi appeler l'évitement spirituel le contournement spirituel, et ça c'est une idée qui a été développée par John Welwood et qui parle en fait de certaines personnes
ancrés dans le milieu spirituel qui, sous prétexte d'éveil, vont se désintéresser des besoins fondamentaux qui leur sont propres, mais aussi des besoins fondamentaux des personnes qui sont dans leur vie et d'adresser aussi potentiellement des problèmes psychologiques qu'elles pourraient avoir ou de problèmes aussi collectifs comme des enjeux politiques ou voilà, des choses en tout cas qui ne sont pas forcément je dirais spirituelle ou élevée dans l'idée fantasmée et l'illusion qui est créée autour de la spiritualité. Et donc il y a cette espèce de dissociation qui va s'opérer en disant moi je suis au-dessus, je veux m'intéresser à ce qu'il y a de plus haut et je ne veux pas me sentir concernée par les petites choses concrètes de l'existence, qu'elles soient liées à mes proches ou même liés à mes problématiques intimes et personnelles. Donc en fait, on est dans le principe de l'évitement et ça c'est typiquement aussi une dynamique neptunienne qui ne tournerait peut-être pas dans la meilleure des directions. Voilà. Il y a cette perdition, il y a cette déconnexion et c'est ça qui est très très ambivalent avec cet archétype de Neptune parce que théoriquement, avec cette planète, on a des empathes fabuleux, on a des intuitifs incroyables, on a aussi des personnes profondément pleines de compassion, on a des personnes qui sont connectées aux autres, mais dans un octave, je dirais, un peu trop appuyé, propre à cette énergie, en fait, sous prétexte d'être plus connecté, on est complètement déconnecté. Donc en fait, c'est ça qui est extrêmement intéressant avec les principes de l'astrologie et du tarot, c'est qu'il n'y a jamais qu'une manifestation. En fait, il y a vraiment un éventail de possibilités propres à ces énergies qui représentent la complexité de l'humain, qui est bourré de contradictions. Et donc, on va avoir des personnes qui ont ces énergies neptuniennes, je dirais, de manière inspirée, de manière créative, de manière profondément empathique aussi, et voilà, et très lumineuse. Et puis, il y a des personnes qui vont s'engager dans ces voies-là, mais qui vont se perdre elles-mêmes, qui vont plus trop savoir comment réellement se connecter à leur environnement, aux autres et au monde, et qui vont finalement se retrouver dans une forme de solitude intérieure assez intense. Donc on a vraiment, au travers de l'archétype neptunien, déjà, je pense, des motivations propres au principe du mensonge qui nous expliquent qu'en fait, on va parfois mentir aux autres et à nous-mêmes parce qu'on va vouloir correspondre à cet idéal qui est posé parfois sur nous, correspondre par exemple à aux idéaux de nos parents, ils veulent qu'on fasse tel métier, ils veulent qu'on fasse ci ou qu'on corresponde à ça, et donc on va se lancer dans ces voies idéalisées qui nous sont transmises pour correspondre à leurs attentes, pour connecter aussi avec eux, pour rester liés profondément aux fondations de nos émotions, parce que c'est ça, voilà, Neptune, c'est vraiment aussi notre monde émotionnel dans toute sa profondeur. Et on a aussi ce besoin, ce mensonge qu'on peut se raconter aussi, parce qu'on tend tellement vers une sublimation personnelle, un idéal qu'on veut représenter, un idéal aussi qu'on veut poursuivre, qu'on va pas savoir se ramener à une forme de réalité, à une forme de lucidité, et on va potentiellement se perdre et perdre les autres dans le processus. Et ça parle pas du tout d'un manque d'honnêteté en tant que tel, mais là on est dans les méandres émotionnels de notre âme, de notre cœur, de notre intériorité, et comment dans ces méandres-là, parfois, on peut justement aller en eau profonde et plus vraiment savoir comment remonter à la surface. Si je continue la métaphore aquatique propre au dieu Neptune et les profondeurs de l'océan. Donc voilà, on a vraiment cette dualité entre comment est-ce qu'on se recherche à l'intérieur, comment est-ce qu'on tend vers l'expression d'un idéal émotionnel, sensible, et comment est-ce qu'on va le gérer, comment est-ce que parfois ça peut nous détourner au final de nous-mêmes et nous rendre totalement égocentrés en fait. Donc c'est ça qui est très très intéressant. Et ça parle aussi d'une dimension du mensonge qui vient s'extraire de ce qu'on entend
de manière traditionnelle sur le mensonge, c'est-à-dire quelqu'un qui va dire sciemment le contraire de ce qu'elle sait vrai ou de ce qu'elle pense, délibérément pour tromper son entourage ou son environnement. En fait, le mensonge, il est beaucoup plus subtil que ça. Et le mensonge, il vient aussi tendre vers un idéal. Typiquement, comme je l'évoquais, Neptune, c'est une planète qu'on va retrouver chez beaucoup d'artistes, de créateurs. On voit de très 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 grands acteurs comme Jessica Chastain, comme Marilyn Monroe, je pourrais en citer à peu près 90 000 qui ont Neptune sur l'ascendant, donc sur la première maison, sur leur chemin de vie, leur posture, leur évolution, et qui vont en fait, au travers de ce Neptune sur l'ascendant, correspondre à un idéal collectif. Quand on a une planète sur l'ascendant, ça veut dire que cette planète correspond déjà dans son exploration à ce qui nous fait grandir, mais aussi on peut représenter aussi cette planète pour les autres. On peut prendre la posture de cette planète si vous voulez. Donc en fait, d'avoir Neptune sur l'ascendant, ça montre qu'il y a un idéal propre à l'époque dans laquelle elles sont nées, dans laquelle elles ont évolué, et qu'elles vont correspondre à toutes ces projections faites au niveau du collectif. Vous êtes sûrement nombreux à m'écouter, à avoir Neptune sur l'ascendant. Ça veut dire que, effectivement, tous les préceptes spirituels, ou j'ai envie de dire, toutes les explorations de certains idéaux, qui soient émotionnels, spirituels ou artistiques, font partie de votre chemin pour avancer, grandir, évoluer et vous trouver vous-même. Donc, en fait, au travers de nombreux thèmes astro de célébrités, on voit aussi comment Neptune montre qu'on prend cette posture d'idéal pour les autres. Et c'est souvent d'ailleurs un facteur qui peut indiquer une forme de célébrité parce que les gens projettent ce qui correspond à un idéal, qui soit physique, et c'est beaucoup le cas quand même avec l'ascendant, parce que l'ascendant représente littéralement aussi à quoi on ressemble, notre posture au quotidien, mais ça peut aussi être une posture de l'ordre intellectuel aussi, ça peut être une posture sur notre leadership en fonction de l'archétype qui est activé par exemple. Donc voilà, on voit qu'on va prendre cette posture-là qui va, je dirais, assouvir les besoins collectifs d'un certain idéal à laquelle on va correspondre et dans laquelle on va aussi s'épanouir. Voilà, Neptune, c'est ça. C'est aussi le maître de l'illusion, c'est le maître du rêve et de l'imagination. Donc on voit aussi comment tout ça peut alimenter une dynamique qui parle du mensonge. Mais là, on n'est pas sur un mensonge à proprement parler, on est sur la volonté d'envoyer du rêve, d'envoyer du beau et de la sublimation, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et donc on voit à quel point c'est des enjeux qui sont extrêmement importants pour les personnes avec des Neptunes dominants sur les axes ascendant, milieu du ciel, descendant, fond du ciel, etc. ou sur les luminaires, le soleil, la lune. Donc on voit aussi à quel point ces enjeux-là sont très très forts et ça ne veut pas dire que toutes ces personnes sont dans le mensonge. Ça veut juste dire qu'il y a ce besoin d'idéal. C'est pour ça, en fait, je déconstruis en fait, dans cet épisode ce que raconte le mensonge. Et après, il y a certaines personnes qui vont décider, dans cette volonté viscérale de correspondre aux attentes, aux projections et d'envoyer cette sublimation, elles vont la représenter, même si elles n'ont peut-être pas fait les efforts ou qu'elles n'ont pas cheminé pour réellement la représenter, pour réellement correspondre à cet idéal, et vont se mettre dans la peau de ce qu'elle voudrait être. Et c'est là où il y a cette notion de perdition avec Neptune et cette notion aussi de l'illusion, c'est à quel endroit suis-je apte à représenter l'idéal vers lequel je tends ou à quel endroit suis-je littéralement en train de mettre en place une façade qui viendra envoyer une image qui ne correspond pas réellement à ce que je suis, mais plutôt à ce que je voudrais être. Donc c'est là où il y a clairement une dynamique comme ça, qui est aussi propre au tarot et à la carte du pendu, où on va pas vraiment représenter la réalité de ce que nous sommes à l'intérieur, mais plutôt acter et nous comporter comme la personne que nous voudrions être. Donc voilà, ça c'est très très neptunien aussi, et dans cette recherche de connexion à l'autre, et de correspondre aux attentes de l'autre, on va tout faire
pour correspondre à cet idéal. Donc c'est ça qui est très très intéressant avec le principe neptunien et avec cette recherche de fond en fait. Et certaines personnes vont vraiment la représenter avec authenticité, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et après, des fois, on va aussi avoir des personnes qui vivent dans les deux facettes, quoi. Je veux dire, quand on voit par exemple Marilyn Monroe qui est dans l'essence une actrice admirable, vraiment c'est une très grande actrice, mais elle a énormément été aussi prise au piège des attentes qui ont été portées sur elle, sur son apparence, sur cet idéal qu'elle pouvait représenter, et elle a essayé aussi de s'en extraire. Et donc je dirais que dans la vie de cette femme, cette icône, qui est même devenue maintenant en elle-même presque un archétype à elle toute seule, on voit à quel point, en fait, elle a navigué, je dirais, les contradictions de cette énergie neptunienne sur son ascendant, à un point assez incroyable, où on voit autant la perdition, l'illusion, le mensonge qu'elle se raconte à elle-même, mais aussi la très très grande actrice qu'elle est, et à quel point elle a pu aussi être en mesure de représenter cet idéal à juste titre. Mais elle a peut-être été prise en étau et être le pendu, justement, esclave aussi de ses projections et de ses représentations à laquelle elle voulait correspondre. Juste une parenthèse pour vous éviter d'aller regarder le thème astral de Marilyn Monroe. Il faut savoir que Marilyn Monroe a l'ascendant dans le signe du Lion et a Neptune dans le signe du Lion en conjonction à l'ascendant. Il y a aussi Lilith dans les parages qui vient teinter cette énergie. Mais voilà, donc on est typiquement le Lion, on est sur le principe du travail émotionnel, du cœur et de l'artiste aussi qu'elle est au travers de ce Neptune et de cet ascendant. Ensuite, on a l'autre archétype du mensonge, qui est celui du farceur en chef de Mercure et du battleur, autrement dit le magicien dans le Rider-Waite. Donc là, on est sur une autre dynamique. On est sur quelqu'un qui maîtrise complètement. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on passe finalement d'une forme d'impuissance propre à Neptune. C'est le principe même de se laisser envahir par quelque chose de plus grand que nous et d'être dans une forme d'impuissance propre au tarot et à la carte du pendu, de se soumettre à quelque chose qui est bien plus vaste que notre propre personne. Et là, en fait, on est totalement dans une autre dynamique avec le principe de la planète Mercure et avec le principe du magicien. On a quelqu'un qui gère son affaire et qui maîtrise son sujet et qui est profondément dans l'intellect. Donc on n'est pas dans les méandres du cœur, on est sur une planète qui est le messager. Il faut savoir que c'est lié à l'archétype d'Hermès, c'est le seul dieu qui est littéralement capable d'aller de l'Olympe au fond des enfers avec Hadès. C'est littéralement l'archétype qui a un passe-partout dans tous les domaines possible et imaginable. C'est aussi, je dirais, l'archétype qui est impossible à cerner, qui est connu par sa volubilité, sa versatilité, qui est évidemment liée au signe du Gémeaux, mais aussi au signe de la Vierge. Là, évidemment, j'ai envie de me concentrer un petit peu plus sur le principe du Gémeaux, au vu de ce qu'on vit en ce moment, Mars dans le signe du Gémeaux, etc. Mais en tout cas, on voit qu'on a quelqu'un aussi qui se réjouit de maîtriser son environnement, de l'analyser et de jouer avec les perceptions des autres et les perceptions qu'il va transmettre justement aux autres. Donc en fait, on est sur un artiste. Typiquement, le magicien, c'est autant les créateurs de l'intellect, de l'intuitif aussi. C'est pour ça qu'il y a ce côté
typiquement avec le Rider-Waite qui parle de magicien parce qu'il y a ce côté illusionniste propre à cet archétype-là dans ce tarot-là. Le battleur qui parle en fait d'une personne qui vient divertir sur les places avec des tours de passe-passe, d'acrobatie, qui est là justement pour créer des diversions. Donc il y a un côté aussi qui parle vraiment du principe un peu de l'arnaqueur ou de cette personne qui va nous surprendre continuellement, qui va aussi nous décontenancer par justement ces tours de passe-passe et toute cette dextérité et ce savoir-faire. Donc il y a un gros côté aussi saltimbanque, créateur à proprement parler, artiste, et ça parle aussi de tous les artistes, qui parlent du mental, de l'intuitif, des personnes qui nous surprennent de ces nouvelles perceptions, de ces nouvelles perspectives, de ces points de vue différents, uniques. Et donc, franchement, il y a tout un tas de métiers qui peuvent être corrélés à ça. Et il y a effectivement, comme Neptune, une manifestation, je dirais, plus sincère et élevée, une manifestation plus problématique, où typiquement, c'est aussi un archétype qui peut être associé aux arnaqueurs en tout genre et aux personnes qui vont délibérément nous mettre en défaut, en fait. Et jouer de nos perspectives et de nos angles morts. Donc voilà, ça c'est clairement la représentation du battleur, du magicien, mais c'est aussi la représentation de Mercure qui représente ça aussi. Et ce qui est très intéressant avec l'archétype d'Hermès, c'est que on a ce dieu qui vient faire le point de jonction entre les cimes de l'Olympe et les profondeurs du monde des morts. Et dans la dimension symbolique, on parle vraiment de l'inconscient. Donc on a vraiment ce dialogue entre le conscient et l'inconscient et comment aussi est-ce qu'on va jouer sur ces deux plans et qu'on est capable aussi de dialoguer sur ces deux niveaux. Donc on voit en général aussi des personnes, enfin dans le principe mercurien, ça donne cette capacité à comprendre ce qui est entendu consciemment et à aussi comprendre ce qui n'est pas entendu consciemment, mais ce qui est peut-être projeté inconsciemment, etc. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus tangible. On est dans quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus direct. Et on est dans le jeu entre ce dialogue intérieur entre conscient et inconscient et comment maîtriser ces langages-là. Donc en fait, oui, ça parle de tous les métiers de l'intuitif. Oui, astrologue, typiquement, c'est l'archétype de Mercure représente les astrologues, toutes les personnes, les psychologues, toutes les personnes qui dialoguent entre les profondeurs de l'intangible, que ce soit au niveau spirituel, mais que ce soit aussi au niveau psychologique, et le tangible, et comment est-ce qu'on ramène certaines choses à la surface, ou comment est-ce que, pour certaines personnes, se joue aussi de ces perceptions-là, des fantasmes inconscients, et vont induire certaines personnes en erreur grâce à ces talents-là. Donc j'espère que vous me suivez, mais en tout cas, c'est typiquement le principe de cette carte du tarot et de Mercure. Et ce qui est très très intéressant, c'est que quand on voit par exemple les cartes mineures associées au signe du Gémeaux, qui sont particulièrement complexes pour un signe qui passe pour superficiel dans la majorité du temps. Il faut savoir que le 8, le 9 et le 10 d'épée sont des cartes extrêmement complexes qui parlent d'un processus de prise de conscience où on est challengé sur nos croyances, sur nos perceptions, et on se rend compte au travers de ces cartes-là que finalement on est en train de changer de perspective et qu'on est en train de rentrer dans un endroit d'inconfort au niveau de nos croyances et de nos perceptions, et qu'on est littéralement en train de basculer dans une nouvelle vision des choses. Et ces cartes-là nous montrent à quel point ça nous coûte. En fait, ces cartes-là nous montrent aussi le principe du Gémeaux hyper mercurien qui est tout le temps en train de remettre sa perspective en question, et c'est pour ça que les Gémeaux sont un peu hyper volubiles au niveau intellectuel. Ils sont constamment en train de questionner ce qu'ils pensent, ce qu'ils réfléchissent, leurs croyances. Ils sont tout le temps en train de s'abreuver de nouvelles informations, donc ils sont
continuellement dans ce cycle-là, en fait, en répétition de je pense savoir ça, je me rends compte que je ne le sais pas, je passe à autre chose, en fait. Je fais cette transition où je clôt un chapitre et je vais aller sur un nouvel apprentissage de vie, un nouvel apprentissage à tous les niveaux. Donc, en fait, on voit continuellement en fait, ce processus-là, mais on voit aussi à quel point ça peut nous déstabiliser. Et là, on voit aussi, je pense, le côté un peu des conséquences qu'on peut ressentir au travers de ces cartes mineures du 8, du 9 et du 10 d'épée, propres au mensonge, entre le moment où on se rend compte que les choses ne sont peut-être pas celles que nous croyons, et c'est pour ça que le 10 d'épée en général, typiquement on va entendre que c'est une carte de trahison, on voit un individu avec des épées dans le dos en fait, qui est littéralement achevé. Il faut savoir que les épées ça représente le mental, donc on voit aussi comment est-ce qu'on a pu se tromper soi-même, être trompé dans nos perceptions, et comment au travers de ça on en tire un apprentissage et on est en train d'aller dans une nouvelle direction. Et c'est typiquement cette énergie qui est activée en ce moment par le Mars rétrograde dans le signe du Gémeaux, qui s'est mis rétrograde dans le décan propre au 10 d'épée, et qui nous parle justement de cette fin de processus au niveau de nos croyances, au niveau de nos perspectives, et comment est-ce que ces dynamiques-là sont en train de nous faire évoluer vers une fin de cycle, en fait, littéralement. Et donc, dans ce principe du mensonge, comme je le disais, j'adore cette dissonance entre ce signe du Gémeaux qui est censé être extrêmement positif, volubile, détaché, et on voit ces cartes en profondeur qui montrent ce processus de remise en question qui est constant et perpétuel, et qui est très sobre d'ailleurs, qui est profondément austère en fait au travers de ces cartes-là, sur la dynamique du mental qui se régénère continuellement. Et on voit en fait dans ce principe du mensonge à quel point on est tout le temps en train de repousser les propres limites de nos connaissances, de notre savoir, particulièrement en ce moment, et comment aussi certains individus décident de prendre une posture de magicien, de battleur, d'être dans cette expertise, mais vont aussi nous mettre en défaut et nous induire en erreur. Alors attention, hein, le battleur, comme je le disais, hein, il est vraiment lié à tout ce qui est des métiers intuitifs. On a un auteur, Gérard von Rigenberg, c'est affreux, je ne le dis vraiment pas bien, Gérard van Rigenberg, qui a écrit le tarot, histoire, iconographie et ésotérisme, et je cite, il dit « Le battleur, c'est l'être qui, par l'équilibre de ses facultés, par sa connaissance de la loi de l'analogie, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et par sa participation à l'unité, est vraiment le mage dans le sens le plus élevé du mot, celui qui domine non pas le monde terrestre ni celui astral, mais dont l'empire est son propre petit monde personnel. » Donc on voit en fait, je pense, l'espèce de double signification de ça, ce que ça peut impliquer entre une personne qui maîtrise finalement le tangible et l'intangible. Pour moi aussi, je fais souvent cette référence entre cerveau droit et cerveau gauche. Donc on voit une personne qui a autant de logique et de dextérité logique, et une personne qui a autant cette nature empirique, émotionnelle, et qui comprend bien les rouages propres à la dimension du cerveau droit. Donc on voit ces nuances-là, et qui s'en sert. Après, comment est-ce qu'elle s'en sert? Est-ce qu'elle s'en sert bien? Ou est-ce qu'elle s'en sert à des fins de déception et de mensonges qui peuvent nous mettre en défaut? Donc voilà, on voit cette nuance-là. C'est encore une fois comme n'importe quel archétype, et c'est le principe mercurien. Il y a des personnes qui vont accomplir cette mission de manière saine, et il y a des personnes qui vont accomplir cette mission de manière personnelle et individuelle, et vraiment tourner profondément vers leurs propres intérêts. Et donc c'est là où finalement il y a cette différence avec Neptune, où pour moi les personnes qui vont correspondre au principe neptunien et qui vont s'engager dans le mensonge, dans le principe neptunien, s'éloignent de la vérité parce que elles ne veulent pas faire face à la vérité, parce que elles adhèrent elles-mêmes à cet idéal qu'elles veulent transmettre, et elles veulent aussi adhérer aux attentes émotionnelles, et elles veulent correspondre absolument aux attentes des autres, comme je l'ai dit de nombreuses fois. Et donc il y a aussi une notion de mensonge
à soi-même également. Enfin, c'est je ne veux pas être une personne qui va te faire défaut, je veux correspondre à ça, donc je vais représenter ça et je veux que tu continues à maintenir une sublimation envers moi, donc je vais te dire ce que tu veux entendre. Ça, c'est typiquement neptunien. Et il y a aussi cette notion de déconnexion à soi. Donc, est-ce que les personnes se rendent compte vraiment qu'elles sont en train de créer ça? Oui et non. D'accord? Mais on voit qu'il y a un idéal qui est élevé qui motive ça. Par contre, le principe mercurien, là, c'est quelque chose de beaucoup plus pensé, de beaucoup plus réfléchi, de beaucoup plus concret dans la manière d'aborder cette notion, cette thématique propre au mensonge. On voit qu'avec le principe neptunien, c'est tourné vers l'autre, c'est tourné vers le collectif, c'est tourné vers une sorte de fusion idéalisée avec Dieu, avec l'autre, avec X, Y, Z, pour aller en résonance avec ça. Avec le principe mercurien, on voit qu'on a une personne qui est experte, qui maîtrise son sujet et qui, dans le cas où sciemment elle va mentir, va le faire pour ses propres intérêts. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus égocentré, de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus volatile. Type, je suis un électron libre, je fais ce qui me plaît et comme ça m'arrange. Ça me fait penser, par exemple, à Donald Trump, qui a le soleil dans le signe du Gémeaux en conjonction à Uranus. Il faut savoir que Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure. Donc ça donne une idée, en fait, en termes de... ça vient créer vraiment cette notion du mental très, très volatile. Et on voit, par exemple, dans son cas, comment est-ce qu'il va changer, retourner sa veste à tour de bras et comment est-ce qu'il va s'amuser en fait autour de la communication. Et c'est connu que d'ailleurs Donald Trump, c'était quelqu'un qui était à l'origine plutôt affilié au Parti démocrate et qui s'est orienté ensuite vers le Parti républicain. C'est l'équivalent de la gauche et de la droite. En traduction française, en fait, il était de gauche et il est parti à droite parce que, au final, la droite et les républicains lui offraient plus de possibilités en termes d'évolution et de mise en lumière. Alors après, honnêtement, quand on a une conjonction Mercure-Uranus, ça peut vraiment aussi parler d'une sorte de génie très très fort au niveau du mental et de fulgurance visionnaire en fait. Donc clairement là ce qui est intéressant c'est qu'on voit au travers de Donald Trump et de ce qu'il va représenter une dynamique qui va plus s'orienter sur un mental qui aime choquer. Donc on a la dimension uranienne et qui aime défrayer la chronique, qui aime provoquer. Ce sont des énergies totalement uraniennes. Souvent, soit on s'oriente vers le progrès, soit on a aussi ce goût, au travers de la planète Uranus, de se marginaliser ou de penser à contre-courant. Et donc, au travers de l'énergie qu'on retrouve là et de Donald Trump, on voit qu'il a pris, je pense, un chemin qui est assez problématique, mais après ça ce n'est que mon avis, évidemment, certains ou certaines aimeront potentiellement Donald Trump, mais on voit comment cette énergie peut se manifester de multiples manières et on a vraiment des génies aussi qui ont cette conjonction de Mercure et Uranus. Voilà, donc les potentiels sont toujours multiples, mais on a des thématiques de fond qui peuvent être similaires. Tout ça pour dire qu'en fait aussi, le principe mercurien, le principe aussi du magicien, du battleur, c'est le fait d'être passeur d'informations, d'être vecteur d'informations. Comme je l'évoquais, il y a vraiment cette dimension d'être un point relais et de transférer aussi les perceptions et de jouer avec les perceptions. Donc après, c'est une énergie, encore une fois, qui ne va pas définir le mensonge, absolument pas, c'est juste qu'on voit à quel point le principe de communication, le principe même de transférer les informations, de travailler autour des principes du langage, du dialogue et du sens mis à tous ces signaux, parce que ça va prendre aussi de multiples formes, ça c'est des emphases qu'on va retrouver très très fort liées à ces archétypes en question. Alors la grande question c'est est-ce que ça peut se voir dans le thème astral? Le mensonge, non. Le mensonge ne se voit pas en tant que tel dans un thème astral. On peut voir par contre des communicants exceptionnels. Ça c'est juste une évidence. Et on peut voir aussi à quel point la communication va se déployer et quels vont
potentiellement être les expériences au niveau de ces perceptions et de cette communication. Et en général, ce qu'on peut vraiment noter, c'est que évidemment, toutes les personnes qui ont un talent de communicant ont potentiellement aussi la possibilité de manipuler les informations à leur avantage. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de politiciens aussi qui sont exceptionnellement charismatiques et qui arrivent à nous convaincre, parce que l'activité principale du politicien, c'est de nous convaincre, et qui, derrière, va aussi nous mentir. Et pourquoi ? Parce qu'il sert un idéal fort. Et là, on revient en fait au mélange, je dirais, le plus absolu entre la dimension neptunienne de l'idéal et du service et de la dimension collective. Et derrière, on a aussi potentiellement cet aveuglement pour cet idéal, cette volonté d'être sublimé continuellement, ça c'est très neptunien, et de faire l'impasse sur des informations importantes qui pourraient potentiellement leur desservir. J'aime bien la dimension du politicien, parce que le politicien, c'est un communicant exceptionnel, c'est aussi un showman, c'est une personne qui est amenée continuellement à représenter quelque chose qui est plus grand que lui, et donc on va voir souvent évidemment des thématiques propres au mensonge qui cohabitent avec la qualité d'une expression qui est exceptionnelle. Je donne un dernier exemple. On a Bill Clinton, quand même connu pour avoir menti sur l'affaire Monica Lewinsky, sur une affaire sexuelle au sein de la Maison Blanche, enfin bon, toute une histoire. Et il a dans son thème astral autant d'excellence propre à sa volonté de servir et au niveau de cette communication, que aussi des problématiques, et pour lui c'est très très flagrant. On a l'ascendant Balance, on a Mars qui est littéralement à 1 degré posé sur l'ascendant avec Neptune, donc Mars et Neptune sont en conjonction à cet ascendant Balance avec également Vénus et non loin de là Jupiter, donc on a un maxistélium sur cette maison de l'identité qui parle réellement de cette volonté évidemment de se distinguer, mais aussi de se battre pour les personnes peut-être en difficulté avec cette notion Mars-Neptune. C'est typique des personnes qui veulent agir pour un idéal, typiquement Mars égale acter les choses et Neptune l'idéal, donc voilà. Et en même temps, il a un autre stélium, il a Saturne, Mercure, Pluton et le Soleil dans le signe du Lion, entre l'espace de la maison 10 et de la maison 11, et donc on voit aussi cette volonté de proposer quelque chose de différenciant en contribuant pour le collectif de manière politique, et en plus dans le signe du Lion, c'est très dans la volonté aussi de se distinguer et de prendre une place à part. Donc là, on voit en fait que autant ça a permis à Bill Clinton de, je dirais, monter les marches du pouvoir et d'avoir cette exigence de communicant qui est très très puissante, et un charme aussi très très fort, avec cette conjonction Vénus-Mars sur l'ascendant. C'est quelqu'un qui avait c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme et qui séduit les foules, et en même temps on a aussi ce challenge avec une conjonction Saturne-Pluton sur ce Mercure natal, qui fait que potentiellement, voilà, il ait pu être autant rigoureusement sollicité au niveau de sa communication en tant que politicien, qu'il a été aussi mis en défaut au niveau de cette communication. Donc on n'a jamais, je dirais, une interprétation binaire, soit c'est bien, soit c'est pas bien. On vit souvent le prisme des énergies de notre thème de manière très 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 vaste. Et on voit qu'il a été aussi un peu contraint, j'ai envie de dire, enfin lui je pense qu'il s'est retrouvé dans cette position où il a dû mentir pour sauver l'idéal ou la mission qu'il s'était donnée lui-même. Et donc c'est là où on comprend mieux aussi pourquoi certains mensonges vont se mettre en place. Et là, je pense qu'il y a ces prises de conscience aussi qui s'opèrent là en ce moment, où on a des individus qui peuvent être excellents communicants, qui peuvent avoir une image absolument magique, ou qui peuvent prendre des postures qui nous inspirent et qui derrière seront aussi possiblement
en train de nous tromper. Et je vous dis ça parce qu'en fait, de manière générale, on a tendance à voir les choses de manière binaire et on se fait une idée très très rapidement d'un individu et on va se dire cette personne représente ça et elle représente quelque chose de bien par exemple. Et même quand d'un coup on va avoir des dissonances, on va avoir des red flags, on va avoir des choses qui viennent remettre en question cette perspective et cette perception, l'attachement est déjà fait et on va avoir énormément de mal à quitter le rêve, l'illusion qui a été faite au départ. Et donc ça, je peux le voir au travers de personnes qui vont suivre des praticiens ou des praticiennes sur les réseaux, qui vont les adorer, même si après coup, il y a des choses qui sont dysfonctionnelles, il y a des choses qui sentent mauvais. On voit aussi des échanges qui peuvent totalement contredire l'image qu'on a de cet individu et on l'a tous et toutes vécu aussi au niveau de notre vie personnelle en, par exemple, tombant amoureux de quelqu'un ou en partageant notre vie avec quelqu'un et on reste fixé sur cette image, sur cette perception qu'on a sans vouloir reconnaître ensuite les nouvelles informations qui nous arrivent. Et le monde n'est pas binaire en fait, on est tous extrêmement complexes et parfois il faut savoir écouter, être dans le moment et recevoir les messages aussi tels qu'ils sont, même si on est convaincu d'avoir déjà tous les tenants et les aboutissants, il faut quand même rester alerte et rester, je dirais, ouvert à ce qui nous est dit aujourd'hui et à ce qu'on reçoit littéralement comme information de la part de notre environnement. J'imagine que le message de fond de cet épisode, c'est de dire que les personnes qui sont capables de mentir sont extrêmement talentueuses et on le voit, il y a 1 million de documentaires Netflix sur le sujet, sur des arnaqueurs, c'est des personnes qui ont un idéal fort ou qui souhaitent représenter aussi quelque chose et qui vont le faire en nous créant sur mesure des fausses croyances sur qui elles sont et ce qu'elles représentent. C'est ça aussi qui est très intéressant avec Neptune, c'est la dimension de croyance. Elle nous manufacture des fausses croyances sur qui elles sont, ce qu'elles sont censées être, ou qu'est-ce qu'elles vont faire ou pour nous, ou qu'est-ce qu'elles vont représenter en fait tout simplement. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant parce que elles ont leur propre agenda, elles ont leur propre priorités qui sont les leurs et ce qui compte c'est de nous faire croire qu'elles sont telle ou telle personne pour subvenir à leurs propres intérêts et à leurs propres nécessités. Donc c'est ça en fait qu'il faut vraiment comprendre et je pense que plus une personne, c'est le mot de la fin, est amenée à s'idéaliser et à lisser absolument tout ce qu'elle est et à créer avec énormément de fantasmes sa vie, son image, ce qu'elle représente, plus on a des chances de se tromper et plus cette personne a des chances de nous tromper, en fait. Donc si on est face à quelqu'un qui va absolument tout faire pour nous évoquer des sentiments très très puissants ou nous emmener vers un regard totalement sublimé, plus on a des chances de s'égarer dans notre vision de cette personne. Et c'est d'ailleurs, je dirais, des tactiques qu'on va retrouver par exemple dans le milieu du spectacle, dans le milieu du cinéma. Pourquoi ? Parce qu'on doit sublimer ces individus pour continuellement aller les voir, aller les regarder, aller les voir se transformer encore et encore en fonction des films et des rôles qu'ils ont. Mais là, on est sur un mensonge qui est calibré, où tout le monde est au courant, tout le monde est en accord sur ce mensonge, parce que c'est un mensonge de divertissement, c'est un mensonge qui nous permet de nous aider à sortir de notre réalité, qui nous permet de rêver, d'aller dans l'imaginaire. Mais il y a des individus qui font faire sans nous laisser entendre que ce qu'il y a derrière, c'est l'illusion, la fausseté et la tromperie. Et donc, nous allons nous retrouver à projeter des choses sur quelqu'un dans finalement une relation qui n'est pas totalement transparente. Voilà. J'espère que c'était compréhensible, mais en vrai, plus vous voyez cette dynamique extrêmement calibrée de sublimation,
plus vous avez des chances de vous tromper sur l'individu et plus finalement on voit que c'est une image qui est créée de toutes pièces pour nous éloigner de la vérité. Je vous souhaite un très très bon week-end ou une très belle semaine en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à aussi me proposer par exemple une thématique qui vous plairait de voir analyser. Là je l'ai fait en fonction de ce fameux Mars rétrograde et des enjeux qui s'opèrent en ce moment au niveau de la communication et des perceptions que j'ai l'impression évidemment de voir en ce moment dans les énergies collectives. Donc si vous avez de nouvelles thématiques à me proposer, je suis tout oui. En attendant, je vous dis à très vite. Au revoir.